il y a un moins grand respect de la création, et je pèse mes mots, au Québec qu'aux États-Unis. Et je dirais il y a un moins grand respect de la création au Québec et au Canada qu'aux États-Unis, et je dirais même il y a un moins grand respect de la création au Québec et au Canada qu'ailleurs sur la planète à peu près. Je vous donne un exemple de ce que je veux dire. Il y a à peu près 10-15 ans, je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas notion du temps, mais il y a Lise Bissonnette, qui est directrice du Devoir, et qui écrit un livre de fiction. Elle n'est pas en train d'écrire une analyse sur le système politique. Il y a un ministre québécois qui lui dit quelque chose comme « Madame, Bissonnette, c'est pas sérieux. » La même semaine, j'entends sur Télé-Québec, Radio-Québec à l'époque, Jean Dormesson, qui est un bourgeois français, un littéraire, qui dit à l'intervieweur « Vous savez, chez nous en France, ce qu'on dit des politiciens, ce sont des écrivains manqués. » Ah. Voyez-vous, en France, le politicien est moins qu'un écrivain, et ici, le politicien dit de l'écrivain qu'il n'est rien. Voyez-vous, on n'est pas à la même place. Les créateurs, moi j'ai vu en Slovaquie un batteur de jazz rentrer dans l'équivalent d'un Holiday Inn et il n'a pas payé parce que c'est une vedette nationale. Essayez donc d'être batteur ici puis de rentrer dans l'hôtel sans payer. Ça ne se fait pas. On a ce problème-là. Et dites-vous qu'ici, on a une grande tendance à ramasser les droits. Une mesure de protection. Il y a déjà un exemple pratique. Une cliente, une illustratrice, m'appelle. Elle me dit je viens de recevoir un projet de contrat d'une maison américaine pour faire une production audiovisuelle à partir de ses illustrations. Elle m'envoie la copie du contrat, puis elle n'avait pas beaucoup d'argent, elle voulait juste avoir mon impression. Je lui ai dit le contrat est mal foutu. Dis-leur que tu veux conserver tes droits. Elle a juste dit ça, puis ils ont envoyé un contrat correct. Je ne vous dis pas le meilleur, contrat correct. Donc, c'est bien sûr, ils ont essayé. C'est facile. Mais dès qu'ils se font remettre à l'ordre, pas de problème, ils sont clean. Au Québec, là, j'en vois des cas là, qui sont abominables. Et ça, c'est une question. C'est qu'on pense encore qu'un artiste, c'est quelqu'un qui s'amuse dans la vie. La vie est belle. Est-ce que le droit d'auteur, ça vaut la peine ou non? Vous avez au Canada un monsieur Michael Geist, qui est à l'Université d'Ottawa, payé par l'université, qui lui dit le droit d'auteur, c'est une peste, ça empêche la création, ça empêche la liberté d'expression, il faut faire disparaître, ça c'est de la merde. M. Geist, quand on analyse ses propos, ça vient de l'école de Chicago, Milton Friedman, l'extrême droite économique. Donc, le droit d'auteur, vous allez entendre dire de certaines personnes qu'il nuit à la diffusion des œuvres, à l'apprentissage, à la liberté d'expression. Mais je vais rester avec la Cour suprême américaine. Je ne m'en vais pas à gauche, là. Cour suprême américaine, il y a à peu près 5 ans. Donc, on ne peut pas dire que j'exagère mes sources, que je prends les extrêmes. La Cour suprême américaine dit quoi? 2 opinions. L'opinion majoritaire dit, grâce au droit d'auteur, Webster, qui a écrit une grammaire, a pu faire vivre sa famille et ultimement produire son dictionnaire. Et si la Cour suprême dit Webster a produit son dictionnaire, ça veut dire, là, c'est le top, parce que le Webster aux États-Unis, c'est pas de la merde. Fait que la Cour suprême est en train de dire, grâce au droit d'auteur, Webster, qui avait fait une grammaire, a eu assez d'argent pour que tout le monde vive et qu'il puisse continuer à créer. Et il y a une autre opinion qui n'est pas concordante, on appelle dissidente, mais qui, dans le fond, revient à la réalité, puis d'après moi, les deux ensemble font une paire. Il y a un juge qui dit, bon, je veux bien que le droit d'auteur, ça prend ça pour que les auteurs vivent, mais malheureusement, dans la vraie vie, la majorité des auteurs ont cédé leurs droits et ceux qui en profitent, ce sont de grosses entreprises. Vous avez ici vraiment le débat réel quant à moi. Si, il y a une année, il y a à peu près 3 ans, la Cour suprême a dit que n'importe quel avocat, même pour une opinion juridique, pouvait prendre un livre, puis pas payer, puis ils ont le droit. Moi, j'avais, dans ma préface l'année d'après, écrit « Bien, si c'est de même, évidemment, pour un avocat, c'est moins pire, parce que je peux gagner ma vie sans le livre. Mais
si c'est de même, ça voudrait dire qu'on va retourner comme quand le Canada est né. Les livres de droit qu'on aura sont ceux qui viennent de l'étranger, parce que personne n'aura les moyens d'en faire ici. Mais c'est vrai aussi pour toute création. Si vous n'avez pas les moyens de créer, qui vous proviennent de la vente de vos premières œuvres, bien, vous allez arrêter de créer, puis vous allez évidemment faire comme tout le monde. J'ai des enfants maintenant, j'ai des obligations, puis il faut que j'aille de l'argent. Puis vous allez arrêter de créer, comme c'est arrivé à bien des gens. Donc, le droit d'auteur, quant à moi, il y a l'utilité suivante qui est de permettre à un auteur de vivre et qui lui permet ensuite d'aller créer d'autres œuvres. C'est son avantage premier et c'est pour ça qu'il a été créé. C'est un fondement de la démocratie. Grâce au droit d'auteur, je m'appelle Webster, je fais une première grammaire et oups, je vais aboutir avec un dictionnaire que notre État considère phénoménal. Parce que j'ai eu de l'argent pour créer. Et que je n'ai pas dépendu de l'État, parce que bien sûr, on pourrait dire qu'au Moyen Âge, tu avais des peintres qui vivaient grâce au Seigneur. Oui, mais tu en avais un par rapport à plusieurs qui auraient peut-être vu nous enrichir avec leur savoir s'ils avaient pu écrire.